Bonjour et bienvenue. Mon invité Anne Gentet, députée de la 11e circonscription des Français établis hors de France. Dans un contexte mondial en constante évolution, nous évoquerons la situation dans plusieurs pays de la 11e circonscription qui soulève des préoccupations majeures pour nos concitoyens vivant à l'étranger. On pense à l'Inde, au Pakistan, l'Ukraine ou encore la Russie. Nous aborderons également la récente visite du président de la République en Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Indonésie et à Singapour. Anne Gentet, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Katia Martin et merci de me recevoir. Pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation actuelle dans votre circonscription, et notamment dans les pays en crise? Alors merci de me poser cette question très importante. En fait, nous sommes tous face à une incertitude sur l'avenir et même parfois sur le lendemain qui est toujours extrêmement difficile à vivre dans un contexte où la plupart de nos concitoyens qui sont établis dans les pays de la circonscription sont venus en le choisissant. C'est un choix qu'ils ont fait de vie familiale, professionnelle, académique. Et donc, ça n'est pas du tout quelque chose de subi. Et là, les choses peuvent évidemment tourner différemment. Mais heureusement, et je veux souligner, la France est le seul pays qui vraiment essaie d'être au plus près de ses concitoyens, de ses ressortissants, y compris de ce qu'on appelle les personnes protégées. Ce sont les conjoints, vous savez, qui sont étrangers, qui ne sont pas de nationalité française, dans la protection qu'elle leur apporte. Et tout est vraiment centralisé à Paris, au Quai d'Orsay, à travers ce qu'on appelle le Centre de crise et de soutien, le CDCS, qui fait un travail exceptionnel, qui d'ailleurs est souvent pris en exemple par d'autres pays. En permanence, ce centre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, est en vigilance maximum, et c'est le cas actuellement, évidemment en Russie et en Ukraine. En Russie, où malgré tout, il faut le dire, nos concitoyens vivent tout à fait paisiblement, ne font l'objet d'aucune menace. En Ukraine, c'est un peu plus compliqué. Et puis, évidemment, on pense à d'autres zones, vous les avez évoquées, en Inde, notamment dans le nord de l'Inde, le Pakistan, qui est toujours un pays un peu éruptif, hein, un peu comme le Bangladesh d'ailleurs. Parfois, des événements qui se déroulent en France peuvent faire l'objet de manifestations hostiles facilement, mais à chaque fois, nos consulats diffusent des messages auprès de nos ressortissants pour les avertir, leur dire attention, n'allez pas dans tel endroit ou dans tel autre. Ces jours-ci, à l'heure où nous parlons, ça n'est pas dans ma circonscription, mais nous avons le sujet par exemple à Los Angeles. Donc à chaque fois, les consulats prennent les bonnes mesures, et c'est pour ça que j'encourage vraiment tous ceux qui écouteront cette interview. Inscrivez-vous dans nos consulats, c'est le meilleur moyen d'avoir une information qualifiée, de qualité, qui puisse vous alerter sur les mesures et les précautions à prendre. Concrètement, quelles mesures le gouvernement français met en place pour soutenir les Français qui vivent Alors, dans ces zones de crise? c'est toujours fait au cas par cas. D'abord, nous avons un certain nombre de pays dans lesquels nous avons ce que nous appelons des îlotiers, c'est-à-dire des personnes de la communauté française qui sont repérées, qui sont en lien privilégié avec le consulat, qui sont responsables d'une zone géographique au sein de laquelle ils auront la mission de alerter, de contacter au plus vite l'ensemble des ressortissants dont ils connaissent la liste dans leur zone géographique. Pratiquement tous les pays en dehors de l'Union européenne sont organisés ainsi. Maintenant, quand une crise se déroule, se déploie, la France prend toujours attache avec les autorités locales qui ont la main sur le déroulé. Et ce qui permet en cas de crise d'être le plus rapidement possible efficace. Elle prend attache avec les autorités locales pour voir avec elles quels sont les besoins locaux, comment la France peut aider à la fois le pays et nos communautés. Donc s'agissant par exemple de la situation en Inde et de la sécurité de nos ressortissants en Inde, évidemment, nos différents consulats ont pris attache avec les autorités locales pour comprendre quelles sont les mesures, où les risques peuvent éventuellement exister, informer notre communauté. Est-ce qu'il faut à un moment leur recommander de quitter le pays? Est-ce qu'il faut leur recommander de se mettre simplement à l'abri? Est-ce qu'il faut leur recommander de ne pas sortir la nuit? D'où l'importance de passer également par nos autorités, par nos consulats. Et donc je reviens à ça, l'importance extrême de s'inscrire quand on est établi dans un pays, mais j'en profite aussi pour lancer un petit appel pour ceux qui pourraient se déplacer, notamment faire du tourisme ou rendre visite à de la famille. Vous avez une autre structure auprès de laquelle je vous recommande vivement de vous inscrire qui s'appelle Ariane. Inscrivez-vous sur Ariane. De la même manière, vous pourrez recevoir également ces informations. Si je prends l'exemple de l'Inde où il y a beaucoup de touristes français, l'exemple de la Thaïlande où il y a énormément de touristes français ou de l'Australie, tous ces pays-là, tous les touristes qui y vont, inscrivez-vous sur Ariane et puis à ceux qui y résident, inscrivez-vous au registre. Vous évoquiez effectivement les crises, le centre de crise, la liaison avec les consulats et les postes diplomatiques. Vous, en tant que député de la circonscription, quel est votre rôle? Quelle action vous avez pu ou vous pouvez mettre en place pour aider justement ces citoyens français qui sont confrontés à ces crises? D'abord, la première chose, moi je suis législateur et je suis là pour
d'un côté la loi, d'autre part contrôler ce que fait le gouvernement. Donc en cas de crise, c'est pas le moment d'aller contrôler ce qu'ils font, hein, on fera ça après. Il faut que je reste à ma place pour ne pas perturber les opérations de secours, que je puisse me faire le relais des demandes d'information parce qu'il m'est arrivé qu'on me contacte et je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour apporter une solution, mais en revanche, je peux orienter vers les bonnes personnes qui peuvent donner la bonne information. Donc c'est à ça que je peux servir comme courroie de transmission, comme relais pour aller vers les bonnes sources d'information. Je reviens sur la visite d'État du président de la République en Asie du Sud-Est. Quels étaient les principaux objectifs de cette visite? La France, depuis 2018, elle a clairement ce que le président de la République a nommé une stratégie Indo-Pacifique. Et la France, elle porte, vous savez, une voix très singulière. Et ce qui nous rapproche d'ailleurs de la plupart des pays de la zone, et notamment d'Asie du Sud-Est. Pourquoi? Nous sommes tous dans une situation où nous avons d'un côté l'agressivité et l'incertitude américaine, qui veut vraiment aller à la confrontation avec la Chine. De l'autre côté, une Chine qui est très impérialiste, notamment dans sa manière de se déployer sur les mers qui entourent cette région. Et puis, nous avons cette voix singulière de la France qui dit, attendez, OK, il y a les Américains, on va leur parler, mais nous, on ne va pas être agressifs comme eux, on n'a pas de raison de prendre la Chine de front. OK, on va parler aussi à la Chine, mais on ne va pas non plus accepter ces manières impérialistes et cette manière de vouloir contrôler les mers et un certain nombre d'îlots rocheux notamment. Nous, on porte une autre voie dans laquelle on veut, comme vous, assurer une liberté de circulation sur les mers dans la région. On veut pouvoir également s'emparer des sujets de souveraineté de chacun des États. Les routes maritimes, on veut pouvoir s'assurer qu'elles sont libres. On veut également s'assurer et travailler sur les enjeux environnementaux parce que cette région du monde, et je vais descendre jusqu'au Pacifique, sont extrêmement vulnérables aux enjeux du changement climatique. Donc voilà un peu les sujets sur lesquels la France travaille et qui fait qu'on converge avec le Vietnam, avec l'Indonésie, avec Singapour, qui tous les trois disent aussi, attendez, on parle aux États-Unis, ok, on parle à la Chine, ok, mais on veut aussi être respecté, on veut pas qu'on nous marche sur les pieds, on veut pouvoir circuler librement. Et c'est cette voie-là que la France vient porter en rappelant qu'elle est aussi présente physiquement avec un certain nombre de ressortissants dans cette région. Et donc c'était exactement l'enjeu de ce déplacement du président de la République. Et moi, comme parlementaire, chaque fois que je me déplace dans ces pays-là, je viens relayer ce message car, voyez-vous, lorsque nous écoutons les observateurs de ce qui se passe dans cette région du monde, les analystes géopolitiques notamment, les think tanks, ils nous disent, ah oui, l'agenda Indo-Pacifique de la France, on le connaît, on le voit bien, mais la France est très déclaratoire. Il serait bon qu'elle puisse passer aux actes. Et ce qui est dommage, voyez-vous, c'est que, en fait, elle agit, la France. Mais je trouve, je l'ai toujours dit, elle ne le fait pas suffisamment savoir. Sur le climat, nous agissons beaucoup. Nous travaillons sur des filières pêche durable dans l'Indo-Pacifique. Nous soutenons une mangrove. Nous allons aider une filière de traitement des eaux, une filière de développement durable au Cambodge, au Vietnam. Tout ça, nous le faisons et c'était aussi l'objet de cette visite, de rappeler toutes les initiatives que la France prend dans la région, comment elle agit pour, en partenariat, travailler sur les enjeux climatiques notamment. Je veux souligner que si je suis absolument enchantée, j'attendais ce déplacement du président depuis 2018, pour autant, il va falloir continuer. Il faut continuer à délivrer. Et dans ces pays, il faut constamment des visites ministérielles de très haut niveau pour continuer à exprimer ce point de vue français, cette analyse française. Sinon, nous allons nous faire oublier. Ils se tourneront vers d'autres. Donc, nous ne pouvons pas exister juste par des projets que nous avons lancés. Il faut aussi incarner ces projets et incarner par des visites politiques, des visites ministérielles. Il faudra le soutenir et le poursuivre. Voilà, je regrette, je le dis en toute transparence, que le président n'ait pas pu rencontrer la communauté française au Vietnam, qui est très nombreuse et très dynamique, d'ailleurs très jeune, n'ait pas pu rencontrer la communauté française en Indonésie, qui est très différente, qui est un peu plus âgée, sauf à Bali, qui est un peu plus jeune. Mais en tout cas, la communauté d'affaires qui se trouve principalement à Jakarta, je regrette qu'il n'ait pas pu la rencontrer. Voilà, nous avons beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises, de filiales d'entreprises, nous avons des French Tech, parce que tous ces Français ont besoin de se sentir confortés dans le fait que eux aussi incarnent cette présence française dans l'ASEAN et en Asie-Pacifique. Le projet de loi qui est en préparation, quelle est votre position là-dessus? Qu'est-ce que vous avez envie de défendre dans la future loi? Question excellente et très difficile. Je n'ai pas d'abord le contenu de ce projet de loi, donc il n'est pas possible pour le moment de me prononcer là-dessus. Il est en préparation, je le sais, mais je n'ai aucun retour. Et puis, nous avons deux dossiers qui sont en train d'avancer et qui, évidemment, vont avoir une influence sur ce futur projet de loi. Je pense notamment aux assises de la protection sociale, d'une part, qui rendront leurs conclusions à l'automne, et puis la mission qui est en cours de différentes inspections de 3 ministères sur l'état de santé de la Caisse des Français à l'étranger. Donc, évidemment, les conclusions de ces deux projets vont évidemment influencer le projet de loi du ministre. Moi, ce que je veux dire, c'est que
D'abord, l'immense majorité des Français qui se trouvent à l'étranger l'a fait en totale responsabilité, a choisi de partir et ne le subit pas. Et c'est dans la responsabilité que ce projet d'installation dans un pays se construit, avec, on le sait, les difficultés et les particularités d'une installation à l'étranger. On peut se retrouver sans protection sociale, par exemple, parce qu'elle n'est pas accessible, ou elle n'existe pas, ou elle n'est pas obligatoire pour nous qui sommes étrangers dans un pays tiers. Donc ça, cette responsabilité, chacun la connaît et doit l'assumer. J'y tiens. Maintenant, il existe en effet un parti de nos concitoyens qui se retrouvent dans un pays à l'étranger, dans une situation que pour le coup ils subissent. Ils ne peuvent pas partir du pays parce qu'il y a une rupture familiale, parce qu'il y a une rupture, divorce, décès ou une perte d'emploi brutale qui fait qu'on se retrouve coincé, qu'en fait on ne peut pas rentrer. Et ceci peut se produire parfois après 15, 20 ans de séjour dans un pays et parfois envisager un retour en France est quasiment impossible. Alors c'est là que la question de l'intervention de l'État français peut se poser, et elle doit se poser avec beaucoup de discernement. Lorsque je vois par exemple une famille qui se retrouve en très grande difficulté parce que, par exemple, l'un des deux conjoints est décédé, et on se retrouve coincé dans un pays, oui, qu'on puisse permettre aux enfants d'être scolarisés dans un pays en plus où peut-être l'école locale n'est pas accessible, que l'État français puisse intervenir, oui. Mais attention, quand je dis cela, c'est mon avis personnel, évidemment, ceci doit être soumis à l'avis du Parlement. Et là, attention, nous avons aujourd'hui une difficulté qu'il faut avoir à l'esprit. Comment puis-je convaincre un de mes collègues parlementaires du territoire national, dans une situation de grande contrainte budgétaire, de lui dire, bah, écoute, là, voilà, tu vois, j'ai besoin que tu me donnes 100 millions pour les bourses scolaires pour des petits Français à l'étranger parce que ils peuvent pas aller à l'école française sinon. Moi, mes collègues, que vont-ils me dire? Ils vont me dire, ah bon, 100 millions, mais c'est une grosse somme, mais pourquoi? Quels sont les critères? Ils vont me poser la question qui est légitime en ce moment, est-ce qu'il y a de la fraude? Donc, tout ceci nécessite d'être observé. Et là, quand j'apprends, par exemple, que nous avons des entreprises en France qui, avant d'envisager l'expatriation d'un de leurs employés, se permettent d'appeler un consulat pour demander quel sera le niveau de la bourse et pour qu'ils puissent ajuster le salaire, c'est proprement scandaleux. Une telle bourse devrait être refusée. Quand on voit qu'une personne arrive dans un pays et demande une bourse pour ses enfants, alors qu'en fait, s'il était en France, il ne bénéficierait absolument pas d'une bourse. Cette personne n'a rien à faire à demander une bourse dans le pays où elle est quand elle a choisi d'y vivre. J'entends bien quand c'est un choix de vie. Vraiment vivre comme ceci au crochet de l'État français, alors que si on était sur le territoire national, on vivrait parfaitement. Vous voyez, on a une réflexion à mener. Oui, pour le soutien à nos communautés, quand la situation est subie, qu'il n'y a pas d'autre issue et que le seul destin de cette famille ou de ces personnes se trouve dans le pays où ils se trouvent. Là, oui, il faut pouvoir, et je trouve absolument extraordinaire que la France puisse porter assistance à ses concitoyens. C'est une des grandes valeurs de notre pays. Il faut pouvoir continuer à le faire, mais attention, faisons-le avec beaucoup plus de discernement, car nous sommes dans une période de contraintes budgétaires et nous devons légalement rendre des comptes à nos concitoyens sur le territoire national. Donc oui, pour l'aide, mais avec beaucoup plus de discernement, beaucoup plus d'exigences, des critères beaucoup plus forts parfois. Peut-être un dernier mot sur les bourses scolaires. Il faut aussi comprendre que nos écoles sont un outil d'influence et qu'on attend aussi de nos élèves qui sont élevés dans un établissement français à l'étranger, seront plus tard des relais d'influence. Et ça, c'est une chance formidable. Derrière, quand on a des petits Français qui en fait vont rester ancrés dans une langue maternelle qui n'est pas le français, ça doit nous interroger aussi sur la pertinence de ces aides. Est-ce que le seul fait d'avoir un passeport français justifie d'avoir une aide? Je pose la question. Elle est extrêmement disruptive. La réponse au bout du compte est peut-être oui, mais il faut l'assumer. Donc tout ça, c'est des points effectivement que vous allez surveiller de près dans le cadre de ce projet de loi. Oui, je crois que c'est l'occasion de réfléchir au soutien que la France apporte à ses ressortissants. Quel soutien et pourquoi le soutien? Et ça, c'est très important. S'il s'agit d'apporter un soutien à des personnes qui n'ont aucune autre ressource, évidemment, c'est tout à l'honneur de la France de le faire. S'il existe une alternative ou un doute sur la situation, alors je crois qu'il faut être beaucoup plus ferme, beaucoup plus clair et se dire non, je vais consacrer les moyens que j'ai à ceux qui en ont véritablement besoin. Merci beaucoup Anne Gente d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous, Katia Martin. C'était lesfrançais.press.